Bienvenue à tous. Nous allons parler économie aujourd'hui avec cette décision de relever les salaires minimums garantis en République démocratique du Congo avec la pression fiscale qui pèse sur le tissu économique, le monde des entreprises, avec notamment ces taxes, cette situation qui semble crisper les climats des affaires ici en République démocratique du Congo. Quelles sont les implications? Comment les chefs d'entreprise vont pouvoir fonctionner dans cet environnement? Que peut faire le gouvernement justement pour alléger cette situation? La population est-elle conditionnée à garder, à ne pas déclarer les activités économiques? Voilà, des préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui avec des invités de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC. Je reçois Madame Mireille Kalomé, vous êtes associée à Luca Consult, et Monsieur Dion Mwenda, enchanté, directeur général de Premium Foods. Tous, vous êtes membres de la FEC. Exactement. Et vous êtes coordonnateur des délégués. Et puis Madame est associée, et plutôt déléguée aussi à la FEC, au Conseil national du travail. Alors, je vous ai invité, c'est parce que je vais savoir, avec moi tous les Congolais et les partenaires du Congo, qui sont intéressés à savoir comment ça se passe chez nous, sur le plan des affaires, du monde économique. On a toujours dit qu'en RDC, le SMIC, le salaire minimum, est faible, pas garanti, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'informels qui continuent. Quelle est la situation exacte de la RDC aujourd'hui? Voilà, donc la situation n'est pas très favorable aux entreprises aujourd'hui. Pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation? Il y a une année, il y a eu le CNT qui a été organisé par le Conseil national du travail, qui a été organisé par le ministre Akwakwa. Le but de ce CNT était la révalorisation du salaire minimum garanti en RDC. Nous devions donc redonner de la valeur. Ce qui s'est passé, c'est que de 1900, la dernière fois qu'il y a eu une révision du SMIC, c'était en 2018. Et il y a eu une forte inflation entre 2018 et 2025. Et on a le législateur, disons en CNT, il était question de redonner de la valeur et du pouvoir d'achat aux travailleurs en revenant sur 5 $ de salaire minimum par jour. Mais nous avons un souci dans notre législation, c'est qu'il n'y a pas un seul SMIC. Vous vous retrouvez dans... Au Congo, il n'y a pas un seul SMIC. Il n'y a pas un seul SMIC, monsieur. C'est-à-dire? En réalité, à cause de ce que nous appelons la tension salariale, nous nous retrouvons avec 17 SMIC au Congo. 17 SMIC. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, si nous appliquons le SMIC de 21 500, nous allons nous retrouver avec un SMIC à plus de 2 500 $ pour le cadre de collaboration C4. Mais quelle est l'entreprise qui peut garantir 2 000 $ de salaire minimum? Le salaire minimum, plus élevé que le SMIC européen. D'autant plus que le SMIC en RDC n'inclut pas le logement et le transport. C'est-à-dire que même la définition elle-même du SMIC en RDC, elle n'est pas la même. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, définit le SMIC comme étant l'ensemble des rémunérations. Rémunération, transport, logement, tout ça sont des composantes du SMIC. En RDC, non. Le SMIC, c'est simplement la rémunération en excluant le logement et le transport. Donc si nous appliquons les 21 500 aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec un SMIC qui va au-delà de 3 000 $ pour un cadre de collaboration. Plus cher que les pays développés? Plus cher, presque le double de certains pays développés. Et c'est là où, en toute responsabilité, nous, les entrepreneurs, FEC, Copemeco, ANEP, FENAPEC, on a dit, écoutez, on ne peut pas se le permettre. En toute franchise, on aimerait bien. On aimerait offrir ce type de rémunération à tous nos staffs, mais ce n'est simplement pas réaliste. Et si nous le faisons, nous risquons de créer une situation de crise qui va au-delà de ces travailleurs. Ces entreprises risquent de fermer. Ça va d'abord nourrir de manière très forte l'inflation, parce que lorsque vous augmentez aussi fortement les masses salariales, la conséquence est laquelle? Vous devez augmenter vos prix. Et quand vous augmentez le prix, vous nourrissez l'inflation. Donc, il y a énormément d'éléments. Je vais peut-être laisser la parole. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on puisse y aller d'une manière pédagogique. Très bien. Parce que nous sommes très suivis.
les Congolais qui sont à l'étranger, ils regardent le Congo avec beaucoup de méfiance parce qu'ils se disent, quand on va aller sur place, il y a des conditions de travail qui ne sont pas correctes, la pression fiscale, etc. Là, avec ces SMIG, ça risque de crisper encore la situation. À l'interne ici, beaucoup d'entreprises, des groupes d'ailleurs, quittent le pays à cause aussi de ce genre de situation. Moi, j'aimerais savoir, madame, aujourd'hui, en RDC, quelles sont les entreprises qui payent ou qui pourraient payer ces SMIG? C'est 80% de toutes les entreprises qui fonctionnent ou le 20% de ceux qui déclarent, qui sont officiellement installés, qui ont des... Voilà. Mais qui va payer ces SMIG? C'est une très bonne question, Monsieur Kassamba. Merci pour la question. Vous avez déjà placé le contexte. C'est qu'aujourd'hui, 80% de l'économie en RDC est informelle. 80%. 80%. Ça veut dire que, comment est-ce qu'on qualifie cet informel? Ce sont des entreprises qui ne sont pas enregistrées, pour certaines, qui ne payent pas toutes leurs obligations, donc fiscales, sociales, ainsi de suite. Et donc, toutes ces entreprises-là, aujourd'hui, sur lesquelles il n'y a aucun contrôle, ne se sentiront pas obligées d'appliquer ce SMIG. Par contre, il y a entre 15 et 20% d'économies formelles, d'entreprises qui se retrouvent dans ces 20%, qui, elles, mettent un point d'honneur à remplir toutes leurs obligations. Et aujourd'hui, si ce SMIG est appliqué, puisque ce sont les entreprises enregistrées, c'est elles qui vont devoir supporter la charge. Et qui subissent le contrôle de l'inspection du travail. Tout à fait. Directement. Tout à fait. Et qui subissent aussi la pression fiscale actuelle. Avec la facture normalisée, avec le numéro impôt, avec le numéro... notamment à la DGI aussi, enfin d'autres sociétés de l'État. Exactement. Une fois que vous êtes identifié, vous êtes obligé de payer tout ça. Exactement. Donc tout ça, en fait, c'est le contexte déjà qui sous-tend cette mesure qui concerne le SMIG. Et alors, il y a une particularité quand même qu'il faut relever également, c'est que le secteur public n'applique pas le SMIG. Aujourd'hui, la fonction publique n'est pas obligée d'appliquer. Excusez-moi, vous pouvez répéter ça parce que c'est très important. Oui, ça veut dire que l'État, le premier employeur de la République, n'a pas l'obligation de payer le SMIG. Tout à fait. Ou ne paye pas le SMIG. Ne paye pas le SMIG. Les seules exceptions dans les entreprises qui appliquent le SMIG au niveau de l'État, c'est les entreprises du portefeuille de l'État. Oui. Sonas, Onatra, Gécamine, ainsi de suite. Or, vous connaissez vous-même l'état de ces sociétés, malheureusement, pour l'instant. Nous étions avec la NEP en conseil. Voilà, nous étions en CNT avec la NEP qui représente ces entreprises et qui a officiellement déclaré que ça leur sera impossible. Même la NEP n'est pas capable de payer ce SMIG. Tout à fait. Donc la fonction publique dans sa généralité n'applique pas le SMIG. Ça veut dire qu'un comptable qui a la fonction publique, mettons, qui touche $300, quand il verra son collègue qui est dans le privé qui touche 900 ou $1000, qu'est-ce qui va se passer? Il va abandonner l'État. On est d'accord. Il y aura une certaine, il y aura de la revendication d'abord. Oui, ils vont revendiquer parce que il n'y a pas de justice là. Il n'y a pas de justice. Oui. Voilà. Donc, en fait, tout ça n'est que caractéristique d'un contexte de préparation qui n'a pas été correctement fait. Vous êtes en CNT ensemble. Il y a le représentant de l'État qui est là-dedans. Absolument. Il y a la partie gouvernementale qui était là. Est-ce que vous avez des discussions claires pour expliquer d'abord ces réalités du monde du travail, ces réalités du monde économique au gouvernement? Absolument. Durant le CNT, nous avons parlé de tous les secteurs. Je peux donner déjà le premier exemple, le plus grand secteur qui est le secteur agropastoral et forestier. C'est un secteur aujourd'hui qui n'applique pas le SMIC. D'abord, j'aimerais dire une chose, c'est que le SMIC devait évoluer par palier. Nous partions de 7 000, nous devions appliquer 14 500 en octobre pour chuter à 21 500 en janvier 2026. J'aimerais d'abord dire que les entreprises de la FEC appliquent déjà 14 500 francs. C'est-à-dire que les entreprises de la FEC ont déjà fourni cet effort immense de doubler la masse salariale. Comme je vous l'ai dit, à cause de cette problématique de la tension, lorsque le SMIC change, il ne change pas pour les gains petits, il change pour toute l'entreprise. Donc concrètement, vous aviez une masse salariale de 100 000 $ en janvier 2025. En octobre, avec l'application de 14 500, la masse salariale est passée au double, à 200 000 $. 200 000. Vous doublez. Ce qui veut dire qu'il vous faut aussi de la production en amont pour compenser. Or, sinon, il faut trouver cet argent quelque part. Or, dû au fait que le secteur informel, qui représente 80%, ne l'applique pas,
le secteur public n'est pas soumis à l'application du SMIC, vos ventes n'augmentent pas. Parce que pour que les ventes augmentent, il aurait fallu que tous ces secteurs rehaussent. Alors du coup, vous avez simplement le petit secteur formel qui, lui, voit ses charges tripler si nous devons appliquer 21 000 sans pour autant vendre plus. D'où le grand risque de fermeture pour beaucoup. Pour revenir au secteur agro-pastoral et forestier, c'est un secteur, même les 14 500 francs, ils ne l'appliquent pas. Je vais vous donner un exemple, je pense, qui est assez parlant. On avait pris cet exemple même en CNT. Si vous allez dans la ville de Mbujimaï, chez moi. Voilà, vous allez à Mbujimaï. Moi, j'ai passé aussi pas mal de temps, même au marché Simis, dans les cadres de nos affaires. C'est là où j'ai grandi. Voilà, donc un agriculteur aujourd'hui à Mbujimaï qui travaille sa terre pour produire du maïs, il vous produit entre 600 et 900 kilos par hectare. Okay. Aujourd'hui, ces 600 et 900 kilos, il vend le MECA. Le MECA, c'est l'unité de mesure à Mbujimaï, ce qu'on appelle écolo à Kinshasa. Le MECA, qui correspond à près de 3 kilos de maïs, est vendu à 3 500 francs dans le marché Simis de Mbujimaï. Cet agriculteur, donc ce prix, ce n'est pas l'agriculteur qui le fixe. Vous savez, le prix est fixé par le marché. Parce que quand vous allez à Mbujimaï, vous avez aussi du maïs qui vient de Zambie. Qui est un maïs subventionné, de meilleure qualité et qui est à un prix concurrentiel. Et qui peut dépasser le prix produit sur la production locale de Mbujimaï. Donc quand vous êtes un agriculteur à Mbujimaï, vous allez vendre vos 900 kilos que vous avez durement produits pendant 6 mois, vous allez les vendre au marché Simis. La maman vous impose le prix. Elle dit, écoutez, moi le maïs de qualité, je le vends à 3 500, donc si je dois acheter le vôtre, c'est au même prix. Donc le cultivateur est obligé de vendre à 3 500 francs le MECA. Donc il va brader. Quand vous ramenez ce prix au kilo, il vous vend le kilo de maïs à 1100 francs congolais. Sachant qu'il y a 2 saisons, c'est-à-dire qu'il va produire 900 kilos x 2, 1800 kilos par an. À la fin, vous prenez les 1800 kilos multipliés par son prix de vente au kilo, vous arrivez à un chiffre d'affaires de 2 100 000 francs congolais par an. C'est-à-dire que l'agriculteur qui travaille 1 hectare en Mbujimaï, par an, il vous produit 2 100 000 francs congolais. Si vous voulez calculer sa productivité journalière, vous divisez ce montant par 365 jours. Et vous allez tomber sur un chiffre de 5 700 francs congolais qu'il produit comme richesse. Il ne peut pas vivre avec ça. C'est-à-dire que sa productivité en tant que cultivateur en Mbujimaï, elle est de 5 700 francs, près de 2,3, 2,5 $ américains. Maintenant, comment peut-on demander à cet agriculteur de payer, admettons, s'il devait se payer un salaire, on lui dit non, tu dois te payer 21 500 francs, alors qu'il ne produit 5 700. D'où l'impossibilité. Et c'est pour ça, pour ce secteur... Ça, c'est un calcul très important. C'est un calcul... Que le ministère de l'économie, que le ministère même des Finances... Et le ministre de l'Agriculture est d'accord avec nous. Et il est d'accord avec ces chiffres. Il est d'accord et il appuie aussi l'instauration du SMAC. Pour ce secteur-là, des pays tels que le Maroc, la Côte d'Ivoire, c'est des pays qui ont compris. Plusieurs pays dans le monde ont un salaire particulier pour le secteur agro-pastoral et forestier. Ce que nous avons demandé pour ce secteur, c'est réinstaurer le SMAG, qui a existé même au Congo. À l'époque du feu maréchal Mobutu, il y avait le salaire minimum pour le secteur agro-pastoral. Nous avons recommandé de revenir vers ce modèle-là. Entre-temps, parce que malheureusement, pour revenir au SMAG, vu qu'il n'est plus dans la loi, nous devons toucher à la loi. Le temps de changer la loi, ce que nous avons demandé pour ce secteur, c'est de continuer avec ce qu'on appelle le moratoire. Parce que même en 2018, lorsque nous sommes passés au SMIC de 7 075 francs, ce secteur n'a jamais appliqué même le SMIC de 7 075. Justement à cause de toute cette problématique, parce que n'oublions pas que c'est le secteur qui a le plus gros potentiel de création des millions et des millions d'emplois. La victoire du sol sur les sous-sols. Exactement. La diversification de l'économie. Donc pour ce secteur, ce que nous avons demandé, c'est l'instauration du SMAG, le maintien du moratoire, le temps qui est tous les allègements. Le Code du travail prévoit toute une série d'allègements qui ne sont pas mis en place depuis près de 25 ans. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, M. Kassamba, et nous l'avons dit en plein CNT, demander à ce secteur d'appliquer 21 500 francs, c'est tuer tout le secteur formel. Mais est-ce que les études, notamment au ministère de l'économie, au ministère des Finances, tiennent compte de ces réalités? Parce que moi, je voudrais vous poser la question. Vous-même, vous êtes chef d'entreprise, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, lorsque, au sein de la FEC, on vous propose de passer des 7 000 ou des 14 000, on va arriver à 21 000. Quand on connaît les réalités de l'économie, ça veut dire que les estimations, les prévisions ne tiennent pas compte du Congo réel. Tout à fait. Tout à fait. Vous venez de soulever le deuxième problème par rapport à la problématique du SMIC, c'est
l'évaluation de la mesure, l'évaluation préalable. La loi prévoit un certain nombre d'évaluations, pour me répéter, qui sont notamment de calculer, pour la fixation du SMIC, les besoins essentiels d'une famille, qui est fixée à 6 personnes pour l'instant. D'étudier l'érosion monétaire, d'étudier la capacité de remboursement des entreprises, la capacité financière des entreprises de supporter. Donc, en termes d'ajustement également, il y a un préalable qui est une étude qui est effectuée par une commission tripartite chargée de l'évaluation de l'application du SMIC. Cette commission est censée déposer son rapport sur la table pour voir déjà en terrain comment a été appliqué le SMIC précédent, comment ont réagi les entreprises par rapport à cette application. Ce rapport n'a jamais été déposé sur la table. Donc en fait, il y a toute une série de préalables qui ont été devait déposer balayés. ce rapport? Mais en fait, c'est des études qu'on aurait dû trouver en préliminaire, en arrivant par exemple. à l'occasion. Mais Parce qu'on ne peut pas fixer le SMIC à 14, à 21, lorsqu'il n'y a pas d'études préalables. Exactement. Parce que l'évaluation standard qui vient d'être faite sur un agriculteur de Mbujimaï, ça peut s'appliquer à Lubumbashi, ça peut s'appliquer ici au Congo central, etc. Moi, j'aimerais savoir, comme conséquence, parce que les gens qui nous suivent vont dire, mais on est en train de vouloir donner du pouvoir d'achat, de l'argent aux gens qui travaillent. Télé 50 est en train de dire que ce n'est pas bien de le faire. Quelles sont les conséquences directes si, par exemple, on maintient ces SMIC à 21? Pour les entreprises d'abord. Tout à fait, c'est très important, on l'a dit. Les Secteur conséquences. agricole, extinction totale. Ça, il n'y a même pas d'autre alternative. Donc les gens ne peuvent même pas travailler. Non. Parce qu'ils ne vont pas faire face aux charges. Non. Il y a une étude préalable pour savoir les entreprises, comment elles se comportaient par rapport à ce SMIC, qu'est-ce qu'elles en pensaient. Elles l'ont dit, nous allons fermer. L'agriculture a dit, nous allons fermer. Maintenant, par rapport aux autres secteurs, qu'est-ce qui se passe? Les services, par exemple. Voilà, c'est que vous avez, comme on a dit, des salaires qui sont très élevés, le minimum qui tourne en salaire net, parce que les gens oublient souvent que le SMIC, ce n'est pas le salaire net, qu'il y a d'autres obligations qui s'y rajoutent. Donc le salaire net, le plus bas, vous prenez la catégorie donc de l'emploi qui ne nécessite aucune formation, aucun diplôme, aucun effort particulier. Tous ces emplois-là seront rémunérés à un salaire minimum de plus ou moins $400. $400 $400. Alors qu'en Chine, exactement. en Russie, aux États-Unis, voilà. il y a des salaires qui peuvent... Voilà. Et un gérant d'une PME doit se rémunérer avec un minimum de $3000. Parce qu'il y a la tension salariale qui multiplie le premier facteur qui est celui du manœuvre ordinaire par 10 pour avoir celui de la catégorie la plus forte. Donc, normalement, un gérant va se rémunérer autour de $3000. Donc, quand vous avez une entreprise qui fait face à une surcharge comme celle-là, en sachant que la masse salariale brute pour quelqu'un qui était au minimum salarial augmente de 104% au premier palier de 14 500 et de 200% au deuxième palier, qu'est-ce qu'il va faire? Comme on a dit, soit augmenter les prix quand il peut, on a vu l'agriculteur qui ne peut pas augmenter, soit il va réduire son personnel. Et l'illustration concrète... Et du coup, c'est suppression d'emploi. Voilà, l'illustration concrète, c'est octobre 2025, au moment où la mesure passe, il y a déjà plus de 25 entreprises ici, à Kinshasa, qui ont déposé une lettre de demande de licenciement massif. 25 entreprises. Plus de 25 entreprises. Donc nous avons fait nos évaluations, parce que nous recevions copie des sociétés qui déposaient. Elles n'ont pas toutes réservé copie à la FEC, bien évidemment. Mais déjà, à cette époque-là, il y avait plus de 25 entreprises qui avaient déposé... La conséquence directe de l'application de ces SMIC. Voilà, donc elles ont demandé de réduire leurs effectifs, bien évidemment, vu que la charge augmente. Et elles ont attendu 45 jours, comme le prévoit l'arrêté, d'avoir la réponse du ministre. Le ministre n'ayant pas répondu dans les 45 jours, la demande est réputée acceptée. Oui. Donc voilà. Alors, maintenant, ces entreprises sont dans l'attente. Elles se disent, nous avons été en CNT, nous avons expliqué notre préoccupation, nous attendons que le gouvernement puisse réagir. Nous sommes persuadés que le gouvernement comprendra. Il y a toute une série de mesures, comme vous l'avez dit, la revanche du sol sur le sous-sol, la réduction du secteur informel, donc la formalisation du secteur, la création de 6,4 millions d'emplois. Donc vous voyez que toutes ces mesures, si elles doivent être accomplies, dirigent vers une décision mesurée
et évaluer. On ne peut pas aller malheureusement tête baissée vers une application qui coûtera à... Qu'est-ce que ça représente par rapport à la réputation, pour ne pas dire la compétitivité de la RDC dans la sous-région? Qu'est-ce que ça implique? Oui. Concrètement, aujourd'hui, le SMIC en RDC, comme a dit ma collègue, si on l'applique, c'est minimum $400 et vous avez jusqu'à un SMIC qui va à plus de $3000 pour les cadres. SMIC, $3000 $3000 supérieur. C'est le salaire d'un ministre. Voilà, près du double du SMIC belge en RDC. On ne peut pas se le permettre, en toute franchise. Entre nous, on ne peut simplement... Et on risque de supprimer des entreprises localement. Exactement. Et voilà, si vous prenez même le plus petit SMIC, les $400, vous le comparez au SMIC de l'Angola, oui. N'oublions pas que nous partageons 1800 km avec l'Angola. Le SMIC en Angola est à $109. En Angola, c'est $109. En Zambie, c'est $101. Et nous, on veut se permettre $400. $400. Alors qu'il n'y a pas d'emploi pour quel nos jeunes. Appareil, enfin, outil de production? Exactement. Avec quelle route? D'autant plus, M. Kassamba, que nous rentrons dans la ZLECAf. Oui. La ZLECAF qui va permettre l'ouverture des frontières. On sera inondé? On sera inondé des produits. Alors que, M. Kassamba, la RDC a vocation à être le grand pilier de l'Afrique centrale. Oui. Nous sommes d'abord le hub. Et puis nous sommes le pays avec la plus grande population. C'est une force. C'est une très grande force que nous avons. Logiquement, toutes choses étant égales par ailleurs, tout investisseur viendra d'abord en RDC et installera son usine en RDC. Et de la RDC, il pourra fournir le reste des pays de l'Afrique centrale. Comme c'était le cas à l'époque même du feu maréchal, avant les pillages, nous avions des usines telles que Land Rover qui produisaient des véhicules ici à Kinshasa. Nous avions des usines telles que General Motors qui produisaient des véhicules et qui exportaient ces véhicules dans toute l'Afrique centrale. C'est ça le rôle de la RDC. Nous devons revenir à ce modèle-là. Mais pour ça, il faut que nous garantissions une compétitivité. Vous savez, nous, entrepreneurs, nous sommes le premier partenaire du gouvernement. Nous sommes le bras droit du président de la République. Il a dit... Est-ce que la FEC est en opposition avec la politique gouvernementale? Justement, nous sommes le bras droit du président. Le président, qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a répété à maintes reprises. Il veut créer des millions d'emplois. Et il a dit clairement, ces millions d'emplois, ce n'est pas l'État, c'est le secteur privé. Et nous, ce que nous voulons, c'est justement qu'on donne les moyens au secteur privé d'accompagner le chef de l'État. Or, si aujourd'hui, le ministre sortant a fait passer une loi qui n'est pas bonne pour la création de l'emploi, on a tout intérêt à corriger. Alors, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Parce que là, on est suivi. Tout le monde découvre que c'est une mesure qui est contre-productive. Nous avons proposé... Totalement contre-productive. D'abord, nous ne nous opposons pas au SMIC. Oui. Nous avons accepté, nous avons déjà appliqué 14 500 francs. Ce que nous avons demandé pour les petits salaires, c'est d'y aller progressivement. Nous avons proposé d'aller à 16 500 comme premier palier, applicable dès le début de l'année 2026, aller sur 19 500 applicable à partir de juillet 2026, pour chuter en janvier 2027 à 21 500 après une évaluation. On a parlé de la concurrence avec les pays voisins. Il est important qu'on se rassure que les entreprises en RDC vont rester compétitives. Monsieur Kassamba, notre population croît de 3% chaque année. On est à plus de 110 millions. À la fin de l'année, il y aura plus de 3 500 000 Congolais qui vont se rajouter à la population. Dites-moi un tout petit peu. Là, je ne suis pas votre avocat, mais oui. J'essaie de raisonner comme chef d'entreprise et comme Congolais moyen. Admettons, on accepte ces SMIC à 21 d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Combien d'entreprises seront créées pour supporter cette charge? Ça sera extrêmement difficile, monsieur Kassamba. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé des 20-80. Il n'y aura pas. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne un exemple du secteur du transport. L'année passée, il y a eu une grève qui a pénalisé plusieurs semaines sur la route Kinshasa-Matadi. À la levée de la grève, les entreprises formelles du secteur de la FEC ont été faire une étude pour voir combien d'entreprises sont dans le secteur informel. Ils ont répertorié plus de 1800 camions. En informel? En informel. C'est-à-dire que les gens qui transportent sans autorisation, qui ne paient pas les taxes. Qui ne payent rien. Et ils ont des camions qui... Concrètement, vous allez en Europe, vous achetez un camion d'occasion, vous le donnez à un cousin, vous dites, OK, on commence à faire Kinshasa-Matadi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes une entreprise affiliée à la FEC dans le transport. Oui. On vous informe que le salaire doit augmenter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter votre prix.
Mais quand vous augmentez le prix du transport, naturellement, ces personnes qui venaient chez vous pour transporter leurs conteneurs, ils vont préférer aller à Matete, prendre le cousin de je ne sais qui a un camion, qui va prendre, qui va payer. Et il va camoufler la marchandise. Voilà. Si jamais il n'y a pas de contrôle, la marchandise ne va pas arriver à Kinshasa. Et puis, vous, les formels, vous allez perdre le marché. Et puis, donc, au final, les grands perdants il y a 2 grands perdants. Le premier, c'est l'État, parce que chaque fois que quelqu'un passe du secteur formel vers le secteur informel, l'État perd toute ressource. Or, notre État aujourd'hui a besoin de moyens. Nous voyons, les challenges sont nombreux, les routes, les hôpitaux, tout est à faire. La guerre. La guerre, exactement. Donc, tout est à faire. L'État a besoin de moyens et nous, la FEC, nous encourageons les entreprises à être des entreprises citoyennes. Or, cette mesure, si nous l'appliquons telle qu'elle, elle va aller dans l'autre sens. Donc nous allons encourager le côté mais informel. Entre-temps, et madame va compléter, il y a des inspections en ce moment. Exactement. Est-ce que l'État doit continuer à inspecter les entreprises pour imposer, pour ne pas dire contrôler l'application de cette mesure, ou on doit surseoir un peu tout ceci pour que les choses soient harmonisées de manière à ce que ce que vous dites soit compris par les autres? Monsieur Kassamba, nous avons justement demandé, et le président de la FEC l'a également fait, il a demandé la suspension de ces contrôles. Formellement? Formellement. À l'inspection du travail? Au niveau de la primature. Au niveau de la primature. Parce que, vous savez, nous étions en CNT. Nous avons marqué notre désaccord avec la partie syndicale qui refuse de comprendre. Tout le dossier est sur la table du ministre du Travail, qui l'a certainement soumis aux plus hautes autorités, le président de la République, Madame la Première ministre. Ils sont au courant de la situation. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est cet arbitrage-là. Et nous avons foyer de propositions que nous estimons juste en allant par palier et pour le secteur agro en allant vers le SMAG. Alors nous trouvons qu'il n'est pas du tout approprié aujourd'hui, vu toute cette tension. Est-ce que ces inspections, c'est de la tracasserie en plus? Ou c'est tout simplement pour vous pousser à appliquer? Voilà, je pense que c'est une pression, mais de bonne foi, nous l'avons dit en CNT au mois de février. Toutes les entreprises ont dit, écoutez, le SMIC tel qu'il est, avec la tension, nous ne pouvons pas l'appliquer. À l'impossible, nul n'est tenu. Parce que si nous appliquons et que demain les entreprises ferment les unes après les autres, nous étions avec notre frère de la Bralima, en plein CNT, M. Jean Didier, que je salue en passant. Il a dit, il a mis en garde la partie syndicale. La partie gouvernementale nous a compris. Ça, je dois le dire. La partie gouvernementale a essayé de faire aboutir et qu'on ait un décret au sortir du CNT, mais la partie syndicale est restée catégorique. Le monsieur de Bralima dont je parlais, il a mis en garde le syndicat en disant, écoutez, nous on a déjà connu un pillage à Bukavu. On a perdu l'usine la plus rentable du groupe Heineken en RDC. À Bukavu. À Bukavu. En janvier 2025. Et il a dit, écoutez, si en plus de cela, vous nous demandez d'appliquer un tel SMIC de 21 500, ça risque d'être l'hécatombe. Mais Heineken, d'après mes informations, est en train de quitter la RDC. Malheureusement. Et voilà ce que nous voulons éviter. Nous voulons éviter d'autres cas similaires. Aujourd'hui, Madame l'a dit, il y a eu plusieurs demandes de licenciement massif, des milliers d'emplois qui sont déjà autorisés par le ministère du Travail, vu qu'il n'a pas répondu dans les délais. Alors, c'est la question, et j'aimerais bien que le syndicaliste vienne. Parce que c'est contre-productif. Lorsque vous vous opposez à ces types de mesures, pour ne pas dire d'assainissement, vous risquez tout simplement de ne pas avoir les entreprises dans lesquelles vous allez revendiquer pour les employeurs. Parce qu'il n'y aura pas d'entreprise. Conclusion, les employeurs seront au chômage. Et ça va poser un problème économique et social majeur. Alors, moi j'aimerais bien savoir, madame, parce que vous dites, bon, il faut suspendre ou surseoir ces inspections. Est-ce que les syndicalistes n'ont pas aussi raison de dire, il y a beaucoup d'entreprises ici au Congo, notamment des étrangers, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui donnent de petits salaires, et comme le SMIC n'est pas garanti, impossible de les contrôler, impossible de donner un pouvoir d'achat aux travailleurs congolais. Effectivement, ça, c'est les syndicalistes qui le disent comme ça. Tout à fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur informel. Des grandes distributions, les Turcs, les Libanais, les Indiens, tout ça. Toutes nationalités confondues, il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent dans l'informel. Et de ce point de vue-là, non, même qui sont formels, mais comme il n'y a pas l'application du SMIC, ils payent ce qu'ils veulent. Ils payent des forfaits de $80, de $100. Non, les entreprises de la FEC appliquent... non, je vois d'une manière globale. Il y en a aussi qui sont opérationnels, qui sont des grandes tailles, mais qui ne sont pas membres de la FEC. Donc, ils n'ont aucune obligation d'appliquer une politique salariale intéressante. Oui.
c'est pour ça que, en fait, votre question est intéressante. C'est-à-dire, l'opportunité des contrôles demeure dans le cadre de la formalisation du secteur informel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contrôle. Et dans ce cadre-là, il faut donner les moyens à l'inspection du travail. Par contre, la situation actuelle, elle est particulière. On est dans une situation d'attente où le Conseil national du travail a rendu un avis et que selon la procédure, le gouvernement doit statuer. Alors, est-ce que pendant cette période, c'est le moment où les contrôles vont être organisés et vont pousser les entreprises qui ont déjà déposé leur lettre de licenciement et qui ont déjà obtenu l'autorisation? Elles vont avoir l'occasion justement de licencier ce personnel en se disant « vite, vite, allons-y » parce que si l'inspection arrive chez nous, de toute façon, on ne l'applique pas. Mais quand l'inspection arrive, il n'y a pas encore l'avis des CNT. Hein? C'est-à-dire, cette conclusion-là sur est-ce qu'on applique ou on n'applique pas. C'est ça. Et que l'État lui-même est d'accord sur la situation, vous allez obtempérer aux syndicalistes et vous allez dire, ben, on ferme. Les entreprises vont réduire le personnel, certainement. Dans Contrainte. Bien sûr, parce que, M. Kassamba, si votre budget pour payer les salaires, c'est 100 000 $, et on vous demande d'appliquer 300 000 $, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réduire le personnel. Vous n'avez pas d'autre choix. Mais le problème est que quand vous réduisez aussi le personnel, à un moment, l'entreprise ne peut plus fonctionner. Parce qu'il y a des postes qui sont indispensables. Donc même dans la réduction, il y a des limites. D'où le danger. C'est pour ça que nous avons estimé que notre pays a tellement de challenges. Avec toute cette population jeune qui est là, qui est à la recherche d'un emploi, a-t-on besoin d'avoir cette pression? A-t-on besoin d'aller dans une situation de crise où, au lieu d'engager, les entreprises commencent à chercher à licencier? Vous voyez, donc regardez tous ces problèmes. Alors, quelle est la démarche raisonnable qu'appliquerait peut-être le gouvernement, le ministère du Travail, le ministère de l'emploi aussi, hein, comment dirais-je, qui s'occupe du social, et l'économie, parce que l'économie leur demande de faire des chiffres. Qu'est-ce qui serait idéal aujourd'hui? Est-ce qu'il faut stopper ces SMIC à 21, peut-être c'est rester à 14, l'appliquer à partir de quelle période, et qu'est-ce qui doit être donné aux entreprises pour qu'elles soient viables? Concrètement, M. Kassamba, premièrement, nous devons arrêter avec ce qu'on appelle la tension salariale. Ça n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde, un pays a 17 SMIC différents. Il n'y a que le Congo. Nous devons moderniser nos lois. Ça, c'est le premier élément fondamental. Arrêtons avec cette tension salariale qui n'a aucun sens économique. Ça, c'est un. Deuxièmement, les entreprises n'ont pas refusé l'application du SMIC. Tout ce que nous avons demandé, c'est d'y aller par palier. 14 500 déjà appliqués depuis octobre. Nous sommes prêts à appliquer 16 500 dès début d'année 2026. Nous sommes prêts à aller à 19 500 en juillet 2026 pour chuter à 21 500. Le secteur agro, c'est le salaire minimum agricole, le SMAG. En attendant le SMAG, c'est le maintien du moratoire et bien sûr, en attendant qu'il y ait les allègements qui soient implémentés. Nous voulons, comme je vous l'ai dit, M. Kassamba, l'État, les entreprises et bien sûr les travailleurs, nous formons un. On ne peut pas croire que... Mais pas les syndicalistes. Bien sûr, on est en réalité... Mais apparemment, les syndicalistes ne vous entendent pas. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont tendance à croire que d'un côté, vous avez les entreprises... Ceux qui exploitent. Vous pensez d'un côté qu'il y a des travailleurs et de l'autre côté l'entreprise. Or non, les travailleurs, l'entreprise, l'État, nous formons un tout. On réussit ensemble ou on échoue ensemble. Donc si maintenant, on augmente de manière disproportionnée les rémunérations dans les entreprises, ces entreprises échouent. Mais c'est les travailleurs qui perdent aussi. Et c'est l'État qui perd parce que l'État se retrouve sans moyens. Donc je pense que nous demandons, je pense que tout le dossier est sur la table de toutes les autorités. Ils ont tous les avis. Mais cette campagne que vous mettez maintenant sur la place publique, parce que tout le monde est informé, vous allez voir demain dans la presse, sur Internet, ce que les Congolais vont dire, ceux qui comprennent bien les choses vont dire, il y a la pression en RDC, on ne peut pas évoluer sur le plan économique. Ceux qui ne comprennent pas dire, les Congolais sont maltraités par... les multinationales, les chefs d'entreprise, ils ne veulent pas améliorer les conditions de vie de population. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette campagne aujourd'hui? Vous voulez que l'État fasse quoi, madame? Oui, en fait... S'il y a le moratoire, ou bien vous voulez le moratoire, vous voulez qu'on arrête les inspections, ou vous voulez qu'on réduise les SMIC? Non, comme mon collègue l'a dit, ce n'est vraiment pas aller à l'encontre de cette mesure. C'est vraiment rentrer dans une démarche rationnelle et raisonnable, c'est-à-dire progressivement, et de prévoir des évaluations pour voir comment le secteur économique réagit par rapport à ces évolutions progressives. C'est ça qu'on a demandé. Donc, qu'est-ce que nous disons aux travailleurs?
vous avez droit à une vie digne. Mais est-ce que vous préférez beaucoup tout de suite ou suffisamment dans le temps, dans la durée? Au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure. C'est ça. Nous voulons privilégier en fait simplement une pérennité des activités des entreprises, de sorte que l'emploi puisse être garanti et préservé. C'est ça que nous demandons. Et alors, dans les propositions, une chose qui était très importante, c'est la sectorialisation du SMIC. Pourquoi? Parce que l'attention salariale... Mais il n'y a pas de convention collective. Justement, il y a des conventions collectives. Parce que normalement, le monde agricole devait avoir sa convention collective avec les salaires qui vont avec les conditions de travail, etc. Mais est-ce que chez nous, il n'y a pas de convention collective? Le Code du travail, lorsque vous le lisez, prévoit déjà des dispositifs qui avaient pensé à cela. C'est-à-dire que normalement, ce qui devrait être fait, c'est que chaque secteur décide pour lui. Donc des commissions paritaires qui se créent dans le secteur des mines, dans le secteur des services, dans le secteur agricole, et que ces commissions paritaires décident des conditions de travail dans leur secteur. Ça a deux effets positifs. D'abord, c'est la concurrence loyale. Si entre employeurs du même secteur, vous vous entendez sur les conditions de travail, mais vous êtes au même pied d'égalité, tous. Et donc, ce qui va faire la différence les uns par rapport aux autres, c'est une concurrence loyale. C'est le volume de vente, c'est donc là le commercial joue maintenant. Par contre, aujourd'hui, ce qui est appliqué, c'est que, comme on l'a dit, ce même SMIC qui est appliqué par les banques, qui est appliqué par les mines, c'est ça que vous demandez à la PME. C'est pas possible. Mais si, c'est la stricte réalité. Mais la réalité des banques, c'est pas la même que le monde agricole, c'est pas la même que les services, on est tout à fait la restauration, les transports. Voilà, donc c'est pour ça qu'on demande une approche. Il y a des taux horaires, par exemple, pour les Tout à transports. fait. Absolument. Une approche progressive, mesurée et évaluée dans le temps. C'est très important. Comme on a dit, nous soutenons le chef de l'État dans toutes les politiques qu'il est en train de mettre en œuvre avec le gouvernement. Et nous voulons justement l'accompagner. Parce que c'est nous, en fait, finalement, les opérateurs économiques, qui sommes le thermomètre de la réussite de ces mesures. Dites-moi, est-ce que votre démarche aujourd'hui peut être comprise comme une opposition à la politique sociale du gouvernement? C'est que le président lui-même a dit, je vais aider les Congolais à vivre correctement. Est-ce que vous vous opposez? Est-ce que la FEC est en opposition avec le gouvernement? Pas du tout. Mais vraiment, je pense que, et peut-être ça a été un tort, c'est la vulgarisation quelque part du SMIC, de ses conséquences et des propositions du patronat ici en RDC. Donc ça, c'est très important. Est-ce que c'est un patronat qui comprend, on va dire, les attentes de la population qui a des petits salaires? Bien entendu. Le SMIC réévalué comme il a été fait à 14 500, il était nécessaire, il était important. Donc maintenant, comme on l'a dit, et ça avait été déjà dit d'ailleurs à l'époque, lorsque le CNT avait décidé comment dirais-je, de fixer à 5 $, c'était qu'il était important en fait de faire une évaluation. Mais cette évaluation, elle manque. Comment vous voulez dire que ce n'est pas suffisant si vous n'évaluez pas? C'est ça la question. Qui va évaluer? CNT ou c'est vous? Enfin, c'est le gouvernement qui évalue de son côté, c'est vous, patronat? Oui, nous sommes le thermomètre. Et puis, c'est la commission tripartite chargée de l'évaluation de l'application du SMIC. Est-ce que cette commission tripartite se réunit assez souvent? Non. Est-ce que vous publiez des rapports? Voilà. Il y a un arrêté ministériel qui a été édité ici en octobre 2025, justement pour réajuster les modalités de fonctionnement, parce qu'elle était inopérationnelle. Elle ne fonctionnait pas. Comme je l'ai dit, normalement, elle était censée déposer son rapport sur la table du CNT en préambule pour dire, OK, vous voulez augmenter le SMIC? Voilà ce qui est, comment dirais-je, ce qui existe sur terrain pour l'instant. Je vous ai dit que cette question intéresse beaucoup de gens. Nous sommes en direct. De satellites, Canal+, TNT, même sur Facebook. Alors, on a quelques questions là pour vous. Monsieur Laurent, qui est à Lubumbashi, il dit quel impact de ces prélèvements sur les PME, le SMIC, si on applique à 21 000? Écoutez, si on applique le SMIC à 21 000, les petites et moyennes entreprises vont se cacher dans l'informel. Ah, ceux qui sont déclarés, bien sûr, qui payent les choses, les factures formalisées, bien sûr. tout Nous ça, allons en réalité aller à l'encontre de toute la politique gouvernementale du ministre des Finances. Donc on qui va veut passer formaliser. de 20 à 80, on risque de passer de 20 à 90. Hein. Oui, ou de 10 à 90. Ah oui, c'est le risque majeur, ça. C'est le risque majeur. Et aussi, l'autre risque, c'est la fermeture.
Parce que si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez dans l'informel, mais l'informel n'a pas que du positif. Dans l'informel, vous n'avez pas accès au crédit. Or, la formalisation a beaucoup de points positifs. Parce que si aujourd'hui une entreprise, une petite PME qui a besoin de moyens, besoin de financement, elle va dans une banque, elle est dans l'informel, mais la banque va lui demander ses états financiers certifiés. Oui. Or, si vous êtes dans l'informel, il est impossible d'avoir accès au crédit. Donc, c'est le maintien de la pauvreté permanente dans le secteur des PME. Et du coup, les gens ne peuvent pas être facturés parce qu'on va leur demander le numéro impôt. Exactement. Et exactement. Vous avez le numéro impôt, vous êtes identifiable. C'est pourquoi nous et insistons que notre objectif est vraiment d'accompagner la vision du chef de l'État. Et cette vision, elle ne va pas se faire simplement en augmentant les salaires. Nous pouvons faire... D'abord, il faut féliciter quelque chose qui s'est passé l'année passée, c'est l'appréciation de la monnaie congolaise. Pour la première avec fois... la mesure de... Avec de la Banque centrale. De la Banque centrale, le taux de change qui était à 2900 francs pour $1, ce taux de change est tombé à près de 2200 pour $1. Oui. C'est quelque chose à féliciter, M. Kassamba. Et la FEC l'a pris comme tel? Bien sûr, parce que M. Kassamba, ça a donné 30% de pouvoir d'achat, en plus à tous les Congolais. Tous ceux qui sont payés en francs congolais ont vu leurs revenus augmenter de 30%. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit là-dessus, certains qui disent « mais non, ça n'a pas eu les effets escomptés ». Nous, on peut vous garantir. Vous le sentez-vous en tant que chef d'entreprise? Mais bien sûr, parce que nous, naturellement, vous aviez imaginé, M. Kassamba, vous gagnez 1 million de francs congolais, le taux était à 2900 francs, ça équivalait, je donne un exemple, à $300. Oui. Maintenant, avec le même million de francs, quand vous le convertissez en dollars, vous avez $300 plus 30% de $300. Plus $90, ça vous fait $390. Mais naturellement, vous gagnez plus, parce que vous payez votre loyer en dollars. Donc quand vous avez gardé votre million, c'est ça le vrai pouvoir d'achat. C'est ça l'explication qu'on ne donne pas très souvent. En fait, vous savez que généralement, on pense que le SMIC, c'est augmenter les salaires. Le SMIC, le pouvoir d'achat, c'est aussi baisser le coût de la vie. C'est l'appréciation de la monnaie. Si nous encourageons le gouverneur de la Banque centrale avec toutes les belles mesures qu'il est en train de prendre pour dédollariser notre économie, naturellement, ça va aider le pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce qu'un Zambien qui a un SMIC de $101 peut vivre dignement et un Congolais qui doit avoir besoin de $400 pour avoir la même dignité? Dites-moi, ce soir on découvre la FEC, mais on ne sait pas comment vous fonctionnez. Il y a beaucoup de Congolais qui disent mais la FEC c'est réservé aux multinationales, aux grandes entreprises. La FEC c'est à Kinshasa, c'est à Lubumbashi. C'est quoi la FEC? Non, justement, nous sommes là pour justement assister les entreprises. Et je pense que nous devons continuer aussi en tant qu'organisation à communiquer. Donc la FEC est ouverte à toutes les entreprises, même les petites PME. Tout le monde peut adhérer à la FEC? Tout le monde peut adhérer. Et les plus petites cotisations sont à $500 par an. Par an? Par an. Mais c'est supportable ça? Oui, bien tout à sûr. fait. Et donc il y a tout un accompagnement. Et qu'est-ce qu'on bénéficie quand on est membre de la FEC, madame? Oui, voilà, donc il y a tout un accompagnement qui est derrière, qui est d'abord de soutenir l'économie de ces petites entreprises par le conseil. Ça peut être un conseil juridique, économique, ainsi de suite. Et par exemple, toutes ces entreprises bénéficient d'une assistance gratuite. Juridique? Oui, juridique quand elles ont des contrôles. Ah oui? Pour ne donner que ça comme exemple. Et puis le fait d'évoluer finalement dans un microcosme économique avec d'autres entreprises, ça crée les opportunités de partenariat, d'association. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, qu'il faut saluer, qu'il faut encourager en disant que toutes les entreprises sont les bienvenues. Actuellement, il y a 2500 membres au niveau de la FEC. Alors, aujourd'hui, les tissus économiques du Congo, c'est combien d'entreprises opérationnelles? Parce qu'on sait qu'à l'époque de Belge, il y avait beaucoup d'entreprises. À l'époque du maréchal Mobutu, juste avant le pillage, on avait vraiment un tissu économique très important. Vos statistiques au niveau de la FEC aujourd'hui, c'est à peu près combien? Vous n'avez pas un chiffre des grandes entreprises, les PME, les entreprises unipersonnelles, tout ça? C'est une très bonne question. Il y a des statistiques quand même? Justement, nous n'avons que nos statistiques par rapport à nos adhérents. Oui. Et par exemple, la majorité des entreprises qui sont affiliées se trouvent ici au niveau de Kinshasa, de la province de Kinshasa. Donc à peu près, on va dire 20%. Voilà. Maintenant, comme mon collègue le disait, ce qui a été constaté, c'est la diminution du nombre de sociétés depuis un certain nombre. Oui, tout à fait. Donc, malgré les mesures, l'assainissement du climat des affaires, tout ce que moi j'ai parlé avec beaucoup de ministres, que ce soit du commerce extérieur, que ce soit de l'économie extraordinaire, on prend des mesures incitatives et tout ça, les incubateurs, c'est pour permettre à beaucoup de sociétés de développer. Mais vous dites aujourd'hui, il y a plutôt diminution, les sociétés ferment. Monsieur Kassamba, je peux vous donner quelques exemples qui parlent. En 1960, on n'était que 20 millions de Congolais. Nous avions plus de 10 000 industries en RDC. En 1960 1960.
20 millions de Congolais pour 10 000 industries. Nous sommes en 2026. Nous sommes à plus de 110 millions de Congolais. Oui. Il y a moins de 500 industries en RDC. 500 seulement. 500 industries. Un grand pays comme le nôtre. Tout ça veut dire une chose. Nous sommes devenus un pays de consommation. On ne produit pas. C'est-à-dire on n'est pas producteur. Exactement. On importe ce que nous On consommons. importe Voilà. ce que nous consommons. Et tout le travail va dans les pays voisins aujourd'hui. Vous allez dans un pays tel que la Zambie, plusieurs industries s'installent en Zambie, mais toutes leurs ventes se font au Katanga. Vous allez en Angola, On est un marché de consommateurs. on devient un marché de... Et c'est très dangereux pour notre jeune population qui est à la recherche d'emploi. On a ces millions de jeunes qui sortent chaque année des universités. Nous devons leur donner des perspectives d'avenir. Nous devons leur donner les emplois. Les salaires augmentent avec le temps. Vous savez, le salaire, il y a l'offre et la demande. Plus il y aura des opportunités, plus les salaires vont augmenter. Moins il y a d'opportunités, moins les salaires augmentent. Alors, on est suivi en Bujumbura ici, parce que vous avez donné l'exemple de Bujumbura tout à l'heure. Il y a M. Didier Mpenga en Bujumbura qui dit quels sont les secteurs qui sont vulnérables aujourd'hui avec ces relèvements de SMIC. Franchement parlant, la plupart des secteurs sont très vulnérables. La plupart. La plupart. Même certains miniers ont du mal avec ce SMIC à 3 000 $. Même les miniers ont du mal à ce niveau-là. Le secteur agro ne peut simplement pas. Même le SMIC de 14 000... Mais vous avez donné l'exemple tout à l'heure des agriculteurs. Quand vous êtes à l'intérieur, on est un pays agricole d'abord. Exactement. Vous êtes dans le Congo central Exactement. ici, dans le Bandundu. Les gens ne peuvent pas cultiver sur place. Ils vont venir acheter le maïs à Kinshasa pour aller le vendre à l'intérieur du pays. Le maïs importé. Ou les tomates importées de la Zambie ou importées de Tous les secteurs l'Angola. sont en danger. Le secteur du transport est en danger. Le secteur de la sécurité, les entreprises de gardiennage sont en danger. Parce que ces entreprises aujourd'hui vous facturent 350 $ l'unité. Maintenant que le SMIC est à 400 $, ils doivent vous facturer combien? 500, 600, Oui, parce qu'ils doivent 700 aussi $. relever. Mais bien sûr. Parce que ça ne concerne pas les secteurs. Bien sûr. C'est tout le uniforme monde. pour tout le monde. Exactement. Enfin, le commerce aussi en danger. Donc tous les secteurs sont vulnérables. Nous sommes dans une situation de crise. Et nous savons que la situation n'est pas facile. Le pays est agressé à l'Est. Donc il y a des challenges qui sont importants. C'est pourquoi nous devons agir, surtout en matière de salaire, nous devons agir avec beaucoup de prudence pour ne pas justement déstabiliser. Il faut que je puisse recevoir votre président de la FEC, enfin, qui vienne un peu nous expliquer tout ceci la prochaine fois, parce que c'est l'alerte que vous lancez aujourd'hui, c'est très grave. Parce que si on applique ces SMIC, on a l'impression que d'un côté on prend des mesures incitatives, sociales, etc., mais c'est contre-productif. Écoutez, nous comprenons la volonté du gouvernement qui veut améliorer le pouvoir d'achat et c'est légitime. Oui. Nous pensons aussi Mais qu'il y a... si ça concerne les gens qui produisent, qui ne peuvent pas. Exactement. D'où la nécessité d'avoir cet arbitrage de la part de nos autorités pour trouver le juste milieu. Est-ce que vous êtes prêt à faire un débat avec les syndicalistes? Écoutez, on était en CNT, nous allons... Bon, en CNT, vous êtes à huis clos. Oui, là, je vous bien mettrai sûr. ici sur la place publique. Bien sûr, et eux, ils vont vous dire, vous êtes des exploitants, Monsieur Kassamba, vous gagnez trop d'argent, des millions les qui sortent chiffres, du pays, les Congolais sont maltraités, les etc. chiffres ne mentent pas. Ce qui est certain, les chiffres ne mentent pas. Tout est clair dans ce que nous disons. Nous vous avons opposé tout à l'heure les SMIC des pays voisins. Oui. Rien que cet élément-là. Comment nous, RDC, pouvons-nous fixer 400 $ quand en Zambie, en Angola, rien que ces deux pays, avec qui on a plus de 2000 km à considérer les deux, ils ont des SMIC qui sont le quart d'une autre. Comment pensons-nous pouvoir attirer des entreprises? On vous a parlé de cette vocation de la RDC qui est d'être le pilier, le plus grand pays de l'Afrique centrale, tel que nous l'avons été. La RDC a vocation à exporter les produits alimentaires. La RDC a vocation à être comme le Brésil, à nourrir une partie du monde. Voilà, mais on va y arriver comment? Ayons une politique salariale incitative justement à la création de richesses, à la création des emplois en RDC. Vous savez, la jeunesse que nous avons est une grande opportunité pour nous. C'est aussi un risque si nous ne leur donnons pas d'opportunités. Donc c'est important que nous donnions des opportunités à ces jeunes. Alors, à quelle échéance vous pensez que c'est raisonnable d'appliquer ces SMIG pour... enfin, quelles sont les mesures, on va dire, raisonnables à prendre? Est-ce qu'il faut sectoriser ces SMIC? Bien sûr. D'une part, est-ce qu'il faut
faire évoluer ces SMIC, d'autre part. Nous avions proposé déjà de toucher à certains... Vous avez parlé du secteur agricole, Bien mais est-ce sûr. qu'on ne doit pas avoir des Bien commissions sûr. paritaires, En des conventions CNT, nous avions collectives? proposé de modifier l'article 90, en se basant sur l'article 90, 94 et 284. Donc la loi est mauvaise. La loi, elle est là. Il y a des Non, dispositions. mais on peut la modifier, la loi. Bien sûr. D'abord, il faut retirer la tension salariale. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, nous devons aller vers des conventions sectorielles Oui. qui vont justement permettre de garantir la compétitivité de chaque secteur et tenir compte de la réalité. Un secteur tel que le secteur minier peut se permettre d'avoir des salaires plus élevés qu'un secteur du commerce ou de l'agriculture ou du transport et j'en passe. C'est important qu'on aille vers ces réformes qui vont bien sûr demander du travail, mais nous sommes là pour ça. Ces commissions paritaires doivent se tenir le plus tôt, chaque secteur doit se réunir, faire ce travail de fond, voir dans son secteur qu'est-ce qui peut être fait. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que le pouvoir d'achat a augmenté avec l'appréciation du franc congolais. Nous devons aussi nous remettre en question. Je vous donne un exemple, M. Kassamba. La route de Kinshasa-Matadi, un camion 40 pieds, il paye $460 de péage. À un moment, nous devons nous poser la question. Pourquoi en RDC doit-on payer un péage de $460 pour 350 km? Justement, alors que si vous prenez... Et la route elle-même, elle n'est pas terrible. Alors que si vous prenez Bruxelles-Paris, qui fait plus ou moins la même distance pour le même camion, le coût est de près d'une vingtaine d'euros. Oui. Donc alors, pourquoi ne peut-on pas nous faire des efforts pour appliquer aussi des prix plus bas? Il y a la problématique des taxes, parce qu'en CNT, certaines taxes ont été revues à la hausse, telles que l'INPP qui a été doublé. Pourquoi avoir doublé l'INPP? L'INPP pour les petites entreprises de moins de 50 personnes est aujourd'hui à 3,5% de la rémunération. C'est trop élevé. Nous devons réduire tout ceci va pousser les chefs d'entreprise dans l'informel. Bien sûr. Et aussi, quand vous regardez même au niveau de la douane, nous traitons de manière uniforme les importations des matières premières et les importations des produits finis. Or, la plupart de nos pays voisins ne font pas cela. Même dans les pays développés, lorsque vous importez la matière première, vous avez un taux préférentiel. Lorsque vous importez un produit fini, vous payez plus élevé. Pourquoi? Cela encourage l'installation et la production locale. Oui. Parce qu'une entreprise qui sait que voilà, j'importe tel produit, je vais payer 2% si c'est la matière première et je crée l'emploi localement. Mais si j'importe un produit fini, par exemple, je vais payer... Vous importez beaucoup de matières premières, vous vous transformez ici, Exactement. vous conditionnez ici. Exactement. Mais dans notre cas, que nous importions de la matière première comme nous faisons, ou un concurrent qui va à Dubaï, qui amène les mêmes produits similaires aux nôtres, il paye les mêmes droits de douane. Donc ça n'incite pas à la production locale. Il y a beaucoup de travail d'apprentissage. Exactement. Merci beaucoup pour cette émission que moi je juge capitale pour le pays. S'il y avait un message que je peux passer à ceux qui décident, c'est bien beau de prendre des mesures sociales sur base, naturellement, de ce que demandent les syndicalistes, sur base de réclamations populistes, pour ne pas dire de la population. Pour dire, voilà, on est maltraité, on est mal payé, on est exploité, mais il faut regarder aussi notre capacité de production. Les réalités du Congo risquent de ne pas être comme la Chine d'autrefois, qui était l'usine du monde, avec des petits salaires, avec des incitations, etc. Moi, je pense que je vous inviterai encore une fois, mais comme je sais que les syndicalistes, en vous suivant ce soir, ils vont dire « Ah, ce sont les patronats, les patrons qui sont venus à Télé 50 pour dire qu'ils ne veulent pas nous garantir les salaires et tout ça », je vous inviterai volontiers. Je vais demander au ministre des tutelles de nous permettre d'expliquer tout ceci. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes dans le secteur de services digital. C'est ça. Technologique. Tout à fait. Transformation et digitale. monsieur dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation et ce moment très agréable que nous avons passé ensemble. Il n'y a pas que la politique en Télé 50. On parle aussi des sujets importants. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous avez vu les réalités du Congo, c'est bien cela. Allez, portez-vous bien. L'émission est déjà en diffusion sur toutes les plateformes. Vous pouvez revoir et commenter. Voilà, c'est ça la réalité de notre pays qui change chaque jour. À très bientôt. Merci, monsieur Kassamba. Merci beaucoup. Merci.